Good morning. Good morning, good afternoon, and good evening. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Merci de vous rejoindre dans notre webinaire utilisation des données de l'enquête CAP COVID pour gérer l'infodémie COVID-19. Je vais présenter les modérateurs du webinaire, Dr. Douglas Story. Dr. Story est directeur des sciences de communication et de la recherche au Centre Johns Hopkins pour le programme Johns Hopkins et professeur associé à Bloomberg, Centre de la santé publique. Il a travaillé pour le développement de la stratégie et la santé pour les changements comportementaux. Dans le cadre de l'équipe CAP COVID, il a utilisé l'utilisation de données pour le développement de stratégie par les équipes ASCCE à travers le monde. Doug, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons encore des gens qui sont en train de se connecter, mais nous allons commencer. Juste quelques mots d'introduction. Ce webinaire est enregistré en anglais et en français. Nous partagerons les diapositives et l'enregistrement avec tous les participants après le webinaire. Donc, cela sera disponible à travers des liens que nous afficherons. Tout le monde est en sourdine pendant les présentations. Les administrateurs vont s'assurer que vos microphones sont désactivés. Si vous avez des questions, veuillez soumettre vos questions en tapant dans le panneau de questions et réponses. Vous allez voir un lien au panel questions-réponses. Marquez vos questions là. Si vous avez besoin d'une aide de dépannage technologique, envoyez un chat privé. Il y a un lien en bas de l'écran. Et envoyez un chat privé à Jared Casaniti si vous avez un problème en anglais. Ou si vous avez un problème en français, envoyez un chat privé à Corey Fordham. Le webinaire est traduit en français et vous verrez sur l'écran les instructions. Si vous voulez suivre le webinaire en français, il y a des instructions ici et dans le chat. Donc, prenez avantage de cela si vous le souhaitez. Merci encore, Jared et Doc. Je vais modérer ce webinaire aujourd'hui et je vais présenter les intervenants. Notre premier est Tina Pernat, qui est officier technique pour Digital Technology dans le département à l'OMS pour la santé et l'innovation. Elle fait l'évaluation de l'intelligence artificielle et d'autres technologies dans la santé et les échanges, l'interopérabilité et la recherche des données à utiliser dans les prises de décision. Elle travaille dans l'infodémie pour établir des outils, des méthodes pour les mettre dans des interventions basées sur des preuves, pour augmenter la résilience et pour entraîner le changement comportemental. Elle veut réduire les informations, l'effet de la désinformation et de la mauvaise information dans la communauté. Ses remarques vont expliquer les efforts de gestion de l'infodémie de l'OMS. Tina, vous avez la parole. Merci, Doug, à vous et votre équipe pour m'inviter à participer, de partager nos idées et comment nous pensons pour la gestion de l'infodémie. Je voulais discuter brièvement ce qui s'est produit et sur quoi nous travaillons au cours des 9 derniers mois, mais les efforts
pour la gestion de l'infodémie n'ont pas commencé avec la pandémie COVID-19. Ce qui a commencé, c'était une analyse plus détaillée l'infodémie et les torts que c'est la mauvaise information cause. Donc, en février, pendant la conférence de sécurité, nous sommes en infodémie et nous luttons contre le pandémie et contre le virus. Donc, qu'est-ce que l'infodémie? Dans le contexte de la santé publique, pour nous, c'est trop d'informations, y compris des informations fausses ou trompeuses dans les environnements numériques et physiques lors d'un événement de santé publique grave, ce qui entraîne la confusion, la prise de risque et des comportements pouvant nuire à la santé et suscite la méfiance à l'égard des autorités sanitaires et de la réponse de la santé publique. Les derniers 9 mois, on a vu qu'il fallait avoir de meilleurs outils, une utilisation systématique d'analyse et d'intervention fondée sur les données probantes pour gérer l'infodémie, atténuer les effets néfastes de la désinformation sur la santé et sur les comportements sanitaires lors d'événements sanitaires graves. On a eu 50 actions qu'on pouvait faire en tant que société pour répondre à l'infodémie. Et on a inclus ces actions et à qui ces actions sont adressées et tout le monde de la société, les journalistes, les experts en communication, les académiciens, les scientifiques, le secteur technique, la société civile, le secteur humanitaire et les professionnels de santé et le ministère de la Santé. Donc, pas longtemps après cela, le World Health Assembly, l'Assemblée de la santé mondiale, où les pays, c'est une assemblée où les pays mettent l'agenda pour le travail à l'OMS. Ils ont passé une résolution pour demander aux autorités de la santé, aux compagnies de technologie de travailler ensemble pour réduire les effets de l'infodémie. Cela nous a montré que nous avons tous reconnu politiquement et dans la santé publique l'importance de l'action et la riposte coordonnée pour l'infodémie. Et au cours des derniers mois, on a travaillé pour voir comment aborder la gestion de l'infodémie. Ce qui semble clé ici, nous devons présenter des analyses, l'utilisation systématique d'analyse et d'intervention sur des données probantes. Ensuite, pourquoi est-ce que la gestion de l'infodémie permet de sauver des vies? Pourquoi est-ce que c'est si difficile à gérer? Vous allez le voir dans les données qu'on va vous présenter, c'est que la désinformation reflète la pandémie. Les super spreaders, les super propagateurs ont de grandes personnes qui les suivent. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur Facebook et d'autres. Et on montre que les gens vont croire la mauvaise information parce qu'ils font confiance à la source. Et c'est la clé. La désinformation partagée par des gens que vous faites confiance ajoute la crédibilité. On n'est pas aussi sur ceux qui vivent quand on est autour de la famille ou des amis. Donc, gérer l'infodémie et la désinformation, c'est important parce qu'il y a un élément cognitif et comportemental qui est plus difficile à aborder, surtout lorsqu'on mélange la confiance. L'infodémie peut s'intensifier ou même prolonger les pandémies si les gens changent les comportements en fonction de ce manque de confiance. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce sont des leçons apprises de la santé publique. On a appris ça de la polio et de l'Ebola. Mais ça a été exacerbé pendant la pandémie COVID-19. N'oubliez pas que cette pandémie, c'est la première pandémie du 21e siècle dans le monde numérique dont nous avons cette surabondance d'informations et de désinformations à la fois dans notre monde hors ligne et sur ligne.
en ligne. Et bien entendu, lorsque nous essayons de gérer cela, lorsque nous voyons quels sont nos objectifs, nous devons analyser et maintenir la confiance avec la livraison des services de santé, avec le gouvernement et réduire la désinformation et bien entendu réduire la charge de l'infodémie sur la mortalité et des comportements qui sont malsains ou mauvais pour la santé. Donc, le monde a reconnu que l'infodémie est un problème et nous avons dû diviser en plusieurs parties pour comprendre les générateurs de l'infodémie et trouver un antidote. Donc, on a travaillé pendant les 9 derniers mois avec la communauté globale. C'était sur 4 aspects piliers clés. J'ai déjà parlé de la consultation d'avril qui a débouché sur le cadre de travail pour la gestion de l'infodémie avec 50 actions que la société dans son ensemble peut entreprendre pour atténuer l'infodémie. Et on a réalisé qu'il fallait avoir un cadre basé sur les preuves pour répondre. Donc, on devait voir toutes les différentes disciplines qui peuvent alimenter la compréhension et réduire les mauvais impacts et améliorer les approches pour créer les interventions. En été, on a fait ça à l'OMS pour la première conférence d'infodémie. On a eu plusieurs disciplines qui se sont regroupées. Des scientifiques nous ont aidés à développer un agenda de santé publique pour la gestion de l'infodémie, la recherche et les données qui nous permettent d'orienter la riposte infodémique est clé. Le troisième pilier, il s'agit de développer des outils et les outils des pays et des partenariats pour être testés, améliorés et soutenir la riposte au niveau du pays. Le quatrième pilier que nous voyons est très important. Nous devons développer la profession. On doit ajouter davantage de compétences sur le terrain pour se fier à des intervenants de la santé qui répondent à l'infodémie sur le terrain dans les pays. Donc, vous voyez ici les diapositives. C'est la formation infodémique en cours. Vous voyez sur notre page web, vous le verrez également, et notre channel YouTube également. Pourquoi est-ce qu'il est important de considérer les études comme nos collègues à Johns Hopkins, à MIT, à Facebook et d'autres collègues de l'OMS et nos partenaires? Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des outils comme ceci? Si on veut aborder et gérer l'infodémie, il faut avoir une approche systématique pour répondre à l'infodémie et la gérer comme un épidémiologiste qui a son propre trousse d'outils. Et ils peuvent, en fonction de la phase de l'épidémie, ils peuvent utiliser différents outils pour investiguer, analyser les données et avoir beaucoup d'options pour répondre dans cette situation en particulier. Donc, l'épidémiologie a été développée sur plusieurs centaines d'années et les épidémiologistes maintenant ont beaucoup de flèches à leur arc. Donc, mais l'infodémie est encore, notre travail est naissant. Donc, on doit trouver des manières systématiques pour mesurer, détecter les signaux, intervenir et bien entendu faire des évaluations de risque et la préparation pour la riposte infodémique. C'est pour ça que développer la science et les preuves pour informer les décisions étaient clés. Et la donnée corrobore tout cela, les preuves et données. Donc,
On sait que les gens ont besoin, les pratiques et les comportements changent avec le temps et ils ont changé au fur et à mesure du temps dans cette pandémie. Donc, on a des difficultés pour la mesure, pour des sources stables de données, pour mesurer ces changements dans les besoins et les comportements des gens et des attitudes également. Donc, ce projet qui est présenté aujourd'hui est un exemple d'une collaboration agile et innovante entre avec les intervenants infodémiques à travers le monde qui nous donne accès à une source de données plus stable et donc pour informer des réponses plus adaptées, plus souples. Donc, je voulais terminer avec ces diapositives. Toutes ces activités, la mesure, le développement de sciences, développement de cadres de compétences et des trousses de travail, d'outils. Il faut réfléchir et se dire que nous tous, nous pouvons participer à l'intervention infodémique personnellement et en tant que personnel. Et pendant l'année dernière, on a rassemblé des gens pour pour joindre l'appel à l'action et on a rassemblé des gens autour de la science. La prochaine étape est une continuation, une réaffirmation au cours de la prochaine conférence de gestion infodémique de l'OMS en décembre, où, encore une fois, nous rassemblons différentes parties de la société pour voir quelles seront les étapes essentielles pour la société en 2021. On veut une intervention de la société entière. Nous avons tous un rôle à jouer dans des projets comme ceci qui fournissent des données essentielles. C'est clé, il faut bâtir là-dessus pour surveiller les interventions et la robustesse des interventions. J'ai mis vous pouvez me contacter et inscrivez au Newsflash pour obtenir les dernières informations sur nos projets. Et je serai heureuse de voir les questions-réponses dans Zoom pour répondre à vos questions. Et je serais heureuse d'entendre parler de Doug et de son équipe pour le beau travail qu'ils ont fait avec ce dashboard, ce panneau de cette console. Merci, Doug. Merci, Tina. Pour ceux qui sont joints à nous après les informations préliminaires, vous allez voir un lien à la fenêtre questions-réponses. Si vous avez des questions et que vous voulez orienter vers les intervenants, marquez vos questions là et nous y arriverons. Nous aurons une période questions-réponses à la fin du webinaire, mais marquez vos questions pour ne pas les perdre. Nous pouvons revenir à ces questions au bon moment. Prochain intervenant, c'est Dominique Chadek, qui est directeur de surveillance, évaluation et apprentissage de l'équipe pour le projet Breakthrough Action financé par l'USAID. Et depuis mars, l'équipe de Dominique a réussi des actions et des efforts de monitorage et il va parler maintenant des clichés sur la console qui est une collaboration entre CCP, MIT, Facebook et l'OMS. Et il va montrer des grandes tendances sur des données collectées à travers des sondages de 720 000 personnes dans 23 pays entre juillet et octobre. Dominique, vous avez la parole. Merci, Doug. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Merci à tout le monde de prendre le temps pour se joindre à nous. Et donc, vous avez entendu parler de la console. Et on va aller à la prochaine diapositive. Comme a dit Doug, cette collaboration entre Facebook, MIT, l'OMS, Johns Hopkins et le centre Johns Hopkins est très fructueux. On a fait des consoles. C'était très intéressant. Un projet vraiment très intéressant pour
a développé ces projets au cours des mois précédents. Donc, voici, il y a 4 consoles séparées qui ont été développées. Un tableau de bord, une console mondiale et régionale reflétant les données de 67 pays, une vue individuelle des pays qui fournit des données transversales désagrégées pour l'ensemble des 67 pays, une console spécifiquement axée sur les États-Unis et l'Inde qui fournit des ventilations régionales supplémentaires et le tableau de la console longitudinale que nous venons de lancer aujourd'hui. Cette console se concentre sur 23 pays et affiche 7 vagues de données longitudinales et sera mis à jour périodiquement avec des vagues de données supplémentaires. Donc, beaucoup de gens, de nombreuses personnes présentes dans l'assistance aujourd'hui auront des questions sur la méthodologie de l'enquête. Sur la console, il y a un lien vers un bref aperçu de la méthodologie et une publication à venir. Les personnes ont été recrutées par le biais d'annonces sur Facebook en cliquant sur la publicité. Les personnes ont été orientées vers un processus d'inscription et le consentement géré par MIT. Les 23 pays sélectionnés ont des groupes d'utilisateurs de Facebook suffisamment importants pour fournir un échantillon solide, robuste pour chaque vague de collecte de données. Plus de 720 000 personnes ont fourni des données pour les visualisations dans cette console. Il est important de noter que toutes les statistiques présentées dans ce tableau sont pondérées. Les pondérations d'échantillonnage conçues par les statisticiens du MIT ont été appliquées pour refléter la population adulte de chaque pays et pas seulement les utilisateurs du Facebook. Cette présentation se concentrera sur quelques points saillants de cette console, plus précisément les comportements de prévention, les croyances de l'acceptation des vaccins. Donc, alors que le monde attend un vaccin, notre meilleure défense contre le COVID-19 sont les 3 principaux comportements de prévention: le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. Ces graphiques de zones présentent des tendances des pays au fil du temps. Un coup d'œil rapide permet de constater que de nombreux comportements de prévention sont élevés et que c'est une bonne chose. Donc, beaucoup des comportements sont élevés. Donc, au cours des prochaines diapositives, je donnerai un peu plus de détails sur les tendances que nous observons dans ce graphique. Prochaine diapositive. Commençons par le port du masque. Dans la console, les images de cette diapositive décrivent les tendances en matière de port de masque dans les 23 pays depuis la mise en œuvre de cette enquête. Le graphique à barre à droite décrit la différence entre le pourcentage de personnes portant un masque à la vague 1 et à la vague 7 de cette enquête. Dans le graphique, on peut voir les 2 extrêmes. Le Royaume-Uni qui a connu une augmentation de 28 points de pourcentage depuis la vague 1 et l'Égypte qui, en 16 points de pourcentage, a diminué le port de masque. Comme vous pouvez le constater, ces changements dans la plupart des pays sont négligeables, mais la tendance est à la baisse. Ici, cette diapositive présente les données sur les tendances en matière de lavage dans les pays des mains dans les pays cibles. Nous pouvons voir que dans tous les pays, les changements sont relativement faibles, mais dans plusieurs pays, la diminution du lavage des mains est plus importante, passant du Nigeria, moins 6%, en baisse, au Pakistan et au Bangladesh, moins 8%. Donc, la plupart des pays, les changements sont entre 1 et 3%, mais ça veut dire qu'il y a une tendance à la baisse pour se laver les mains. Maintenant, si on regarde les données de distanciation physique, on peut voir une tendance. Les tendances, et même ça montre des taux élevés, Royaume-Uni 90%, vague 7, etc. Taux généralement stable, mais tendance à la baisse dans le nombreux pays. Moins 7% au Brésil, moins 16% au Bangladesh. Donc, il y a une association avec les encouragements très importants pour montrer les grandes tendances. Dhaka, Brasilia, au Calcutta, et que le Caire me viennent à l'esprit. Les officiels de la santé peuvent bénéficier d'avoir d'autres mécanismes pour aider à maintenir la distanciation physique. La façon dont les individus perçoivent la menace de COVID-19 influence leur comportement de prévention. Le graphique linéaire décrit les tendances des pays en ce qui concerne la perception de la menace que représente COVID-19 pour leur communauté.
Nous avons souligné dans le graphique le Vietnam et la Pologne sont les pays où la menace perçue est la plus élevée et la plus faible au fil du temps. Donc, la fluctuation des données rapportées reflète également un grand changement dans la menace perçue pour une communauté au sein de nombreux pays au fil du temps. L'Italie a la plus grande menace, alors que le Bangladesh, la plus grande baisse. Comme vous vous rappelez, la diapositive précédente, le Bangladesh avait eu la plus grande baisse pour le laver les mains et la distance sociale. On peut utiliser cette console pour trianguler les choses et pour analyser davantage. Avant de penser les données sur les vaccins, j'aimerais parler de cette citation de Bill Gates. S'il y avait une épidémie, cela serait certainement... S'il y avait une épidémie, les gens définitivement accepteraient les vaccins. Je ne l'espère pas, bien sûr, mais si vous voulez que les gens aiment les vaccins, une épidémie leur rappellera à quel point ils sont magiques. Donc, ici, vous voyez le pourcentage. Ce graphique montre la différence en point de pourcentage de l'acceptation d'un vaccin entre la vague 1 et la vague 7. Comme vous pouvez le voir ici, seuls deux pays, le Nigeria et la Malaisie, ont tendance à accepter davantage le vaccin. Environ 25% des pays étaient en dessous de 50% d'acceptation à la vague 7. Dans le tableau de bord, vous pouvez examiner les données de tendance individuelle pour tous les pays. De plus, dans les prochaines itérations de l'enquête, nous avons ajouté des questions relatives à l'acceptation des vaccins. Elles seront ajoutées à ce tableau de bord au fil du temps. En outre, trois pays, les États-Unis, la France et le Japon, ont enregistré la réduction la plus significative de l'acceptation des vaccins. Ces tendances finiront par changer au fil du temps, mais non sans un effort important. Prochaine diapositive. Bien que les principaux comportements de prévention soient relativement élevés à l'heure actuelle, une tendance à la baisse significative est visible. Cette tendance varie selon les pays également au sein de certains sous-groupes dans un pays donné. Un facteur pourrait être la fatigue à la pandémie. C'est pour un échantillon de représentatif de... Je suis sûre qu'on a sorti cette fatigue à un moment ou un autre en utilisant un échantillon représentatif d'individus en Turquie. Morgul a constaté que les personnes souffrant de fatigue pandémique ont signalé des taux plus faibles de port de masque, de lavage des mains et d'éloignement physique. Il s'agit là d'une conclusion importante pour les responsables. Donc, comme on a vu ça aux États-Unis au cours des derniers mois. Donc, il faut donc soutenir par des encouragements comportementaux qui comprennent les attentes, un accès accru aux masques ou des mécanismes alternatifs d'engagement et accroître la transparence quant à l'impact des comportements individuels de prévention sur les taux d'infection locaux et nationaux. Donc, comme mentionné ci-dessus, l'acceptation des vaccins tend à aller dans la mauvaise direction, alors que nous nous préparons à ce qu'un éventuel vaccin soit examiné et distribué dans le monde entier. La logistique ne représente qu'une petite partie du travail nécessaire pour garantir l'acceptation. Maintenant, il faut commencer les recherches sur les facteurs qui influencent l'acceptation des vaccins et pour renforcer le message. On espère que ces consoles sont la première étape. Donc, voici, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous voulons vous encourager à utiliser les ressources que nous avons rassemblées pour alimenter les conversations COVID-19 dans nos pays. Nous avons créé des consoles qui, pour certains pays, au fur des mois, on va utiliser ces données pour orienter les messages pour gérer la pandémie. Merci de m'avoir écouté. Les questions, veuillez mettre les questions dans le chat, dans la fenêtre questions-réponses, s'il vous plaît. Merci, Dominique. Et merci à vous tous qui écrivez des questions dans la fenêtre questions-réponses aux intervenants pendant que vous écoutez d'autres intervenants. Vous pouvez scanner les questions et vous pouvez répondre aux questions en direct lorsque vous arrivez à la section discussion, ou bien vous pouvez
marquer les questions là, donc, et vos commentaires. Continuez à écrire dans la fenêtre questions-réponses et nous essaierons d'y répondre quand nous pouvons. Ensuite, les deux prochains intervenants, Ron Aisley est conseiller technique principal pour le projet My Choice, programme de reproduction, et il a plus de 25 ans dans le développement et de la communication. Et ils ont des activités importantes contre COVID-19 en Indonésie. Yunita Wayun Dindrom est directeur de My Choice, le centre pour elle a 20 ans de recherche dans le développement de stratégies de la santé et les communications stratégiques. Et Rob et Yunita travaillent avec le ministère de la Santé et le bureau du président pour développer une stratégie pour la prévention COVID-19 et l'atténuation. Donc, Robert et Yunita vont parler des résultats Cap COVID et comment ils travaillent avec l'équipe CCE en Indonésie pour utiliser ces données. Rob et Yunita, allez-y. Bonjour tout le monde. Bon après-midi, bonsoir. Merci Doug pour cette introduction. On va parler de comment on utilise la console Capboard Indonésie. Nous avons donc implémentons les activités en Indonésie. L'Indonésie est un pays à plusieurs vagues. La première vague était en juillet 2020 avec 150 répondants et à la fin de 2020 avec 7 vagues complétées. Il y a une possibilité qu'on continue jusqu'en 2021. La console Indonésie a des données longitudinales pour les vagues complétées et cela sera mis au jour au fur et à mesure. Prochaine diapositive. Donc, voici la page d'ouverture pour la console avec des informations contextuelles sur les données par vague, le pays où est situé le pays. Si vous voyez en dessous, il y a à droite, cherchez une loupe pour avoir d'autres informations, pour aller à la console globale pour apprendre davantage sur la méthodologie. Donc, comment utiliser la console en Indonésie? On a de la chance parce qu'on a la recherche et le monitorage qui vient de différents groupes. La console est une de ces sources, donc on peut contraster les données et l'information est en ligne avec les autres données. Donc, c'est très fiable. Entre autres résultats, les données sont très riches pour comprendre ce que les gens font individuellement, ainsi que leur perception des normes communautaires. La plupart des gens ont trouvé le tableau de bord utile en raison des différents niveaux d'analyse disponibles, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner les résultats sur le plan des idées ou des comportements et une désagrégation des données en fonction de l'âge, du sexe, du milieu urbain et rural, etc. L'Indonésie dispose d'un groupe de travail national COVID-19 multisectoriel et ministériel. Nous avons également le groupe RCCE qui compte plus de 30 organisations, y compris l'ONG et les groupes gouvernements. Donc, RCCE, c'est l'élément d'engagement et d'intervention. Donc, on a présenté au RCCE qui comprenait des membres du groupe de travail national ainsi que des donateurs. L'accent est mis sur la manière d'y accéder et de l'utiliser. Comment utiliser le guide sur l'interprétation des données. Vous avez les informations en cliquant sur la loupe. Et ils aiment beaucoup cet attribut. Ils peuvent voir ce que signifient les données, comment utiliser ces données dans le programme. Prochaine diapositive. Donc, voici les exemples des données de la console, comment c'est utilisé. Donc, la première, c'est le premier comportement de prévention désagrégé. Donc, en Indonésie, ça, c'est la première vague par les données longitudinales. Et pour le port du masque, la distanciation sociale, le lavage des mains, ça va, auto-isolation, pas très bon. Davantage d'informations doivent être disséminées là-dessus.
et la quarantaine, l'auto-mise en isolation. Au début, on a vu des données longitudinales qu'il y a une tendance à la baisse. Ici, c'est une série de données les plus intéressantes. Cela montre le niveau d'exposition et de confiance que différents canaux de communication ont dans votre pays. Donc, si vous regardez les sources et l'exposition aux sources d'information, on peut voir, par exemple, on a une autre exposition aux médias sociaux. Ça, c'est le point orange en haut à gauche, dans le cadran haut à gauche, mais ce n'est pas une source très fiable d'information. Qu'est-ce que cela nous dit? Une chose, c'est qu'en Indonésie, globalement, on voit que les canaux où tout le monde utilise les informations pour obtenir des informations, ce sont les médias sociaux. Ce n'est pas fiable, donc on doit réévaluer comment nous diffusons les informations. Si vous voyez le point bleu en bas à droite, sur les soins de la santé, c'est une source très fiable, avec très faible exposition. Donc, on voit comment utiliser cette information pour avoir davantage d'exposition pour que les travailleurs de la santé puissent diffuser leurs messages pour que ce soit plus fiable, une source plus fiable d'informations. Prochaine diapositive. Ici, vous voyez l'infection, la peur de l'infection, la probabilité à être infecté. Donc, on veut des grands niveaux de menaces et de peur, mais on veut qu'ils comprennent qu'ils pourraient l'avoir s'ils n'ont pas le bon comportement. Donc, les gens en Indonésie ont une perception du risque supérieur. Les stratégies de communication peuvent essayer d'éduquer les comportements qui augmentent le risque sur le panneau global. Vous voyez la comparaison entre l'Indonésie et d'autres pays pour voir les croyances en Indonésie. On peut voir en Indonésie qu'il y a une plus grande haute croyance que les gens dans leur communauté mettent les masques, mais que les gens qui ont avec une baisse pour la distanciation sociale. Donc, les gens ont ce comportement. Ils font les deux comportements plus. Donc, cela montre qu'on a besoin davantage de messages parce que la susceptibilité perçue est faible. Les stratégies de communication doivent essayer d'éduquer le public sur les comportements. Ensuite, sur les vaccins, différences régionales de l'acceptabilité des vaccins. Un sujet très important est le lancement prochain du vaccin. Une feuille de route est en cours d'élaboration pour l'Indonésie. Il est extrêmement important de comprendre ce que les gens pensent de l'acceptation du vaccin très faible en Indonésie. Donc, il faut s'assurer que les gens font confiance au vaccin et qu'ils sachent où aller pour l'avoir. Donc c'est lié au programme des différentes organisations et des équipes nationales également. Donc c'était une vue très brève sur comment nous avons analysé les informations en Indonésie et comment nous avons partagé avec différents groupes. Mon collègue Yunita va parler des prochaines diapositives et la console pour aller de l'avant. Donc, en regardant pour le cas de l'Indonésie, on voit que le tableau de bord est une ressource additionnelle pour faire le point de la situation. Pour l'interprétation des données, les réunions de suivi pour comprendre les résultats du tableau de bord du CAP sont nécessaires pour combler les lacunes avec d'autres recherches menées en Indonésie. Et les pourcentages pour la mise en œuvre sont indiqués. Donc, on essaie d'identifier les données, les résultats pour d'autres recherches, les conclusions d'autres études qualitatives pour confirmer les analyses sur le pourquoi et le comment. Également, on développe un ensemble de recommandations, de messages et de stratégies pour le groupe de travail national ainsi que pour d'autres groupes mettant en œuvre les activités de communication sur la prévention COVID. Comme
le bureau du personnel du président utilise le tableau de bord, la console, pour comprendre l'acceptation des vaccins, le programme national de planification familiale, partenaire principal de la composante changement de comportement de la task force, a utilisé les données de la console pour affiner les messages clés BC, la justification des comportements clés, pour élaborer un plan d'engagement communautaire pour le programme national de travailleurs de terrain, plus de 15 000, parce que et cette console donc permet de faire des plans pour donc on va continuer à partager les données et actualiser du tableau de bord. Merci et je redonne la parole. Merci Rob et Unita. Prochain présentateur est Marla Shavitz. Elle est la directrice de la stratégie numérique du Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication. Et là, elle a mené l'équipe qui ont fait la CAP COVID. Donc, elle va parler des grandes tendances, des données longitudinales et des ressources des consoles auparavant, avec le comportement individuel par pays, avec données désagrégées et visualisation au niveau des pays pour des données spécifiques pour les États-Unis et l'Inde. Marla, vous avez la parole. Merci, Doug. Bonjour, bon après-midi et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mécanique du tableau de bord de la console pour vous faire visiter les fonctionnalités que vous trouverez en explorant chaque visualisation de la console. Lorsque vous cliquez dans le tableau de la console, le premier élément que vous verrez est une carte. Donc lorsque vous voyez la console, et je vais partager des liens à la fin de ma présentation. Lorsque vous pénétrez dans cette console, vous allez voir une carte de 23 pays à tendance qui font partie de cette analyse. Donc, en couleur OMS. Le texte d'ouverture vous invite à rechercher le texte en bleu tout au long de la visualisation afin de pouvoir interagir avec les données. Ces mots en bleu sont à travers la visualisation. Je vais vous les mettre en exergue au fur et à mesure. En outre, ces possibilités, il y a des liens, la méthodologie en bleu. Et vous voyez la loupe, l'icône de loupe. Rob a parlé de cela également dans la présentation. C'est l'icône de détail et on voit des analyses additionnelles sur l'interprétation des données, leur signification pour la santé publique, ainsi que les suggestions sur la manière dont les données peuvent être utilisées, par exemple, pour faciliter les comparaisons. Dans ce premier visuel du tableau de bord, je vais vous montrer les nombreuses façons dont vous pouvez interagir avec les données. Maintenant, chaque visuel pose une question. Dans ce cas, comment les comportements, les pratiques et les normes ont-ils changé de juillet à octobre 2020? Vous verrez qu'il y a 6 éléments dans ce visuel. L'un est la sélection de la mesure de l'enquête, où vous avez choisi celle sur laquelle vous souhaitez enquêter. Il y a 10 avec différentes questions. Donc, hommes, ça peut être désagrégé, hommes, femmes, rural, visuel, etc. Vous pouvez mettre en évidence la région de l'OMS si vous voulez vous concentrer sur un ensemble spécifique de pays. Ensuite, ces pays seront en surbrillance dans la carte. Ensuite, vous verrez les mesures de résultats de la vague visualisation graphique classée du plus grand au plus petit changement de point de pourcentage
dans le comportement déclaré de la vague 1 à la vague 7. Dominique l'a également montré. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous survolez l'une des barres, vous verrez un autre graphique spécifique à ce pays, visualisant les pourcentages rapportés à chaque vague. Voici le tableau qui s'affiche. Tout au long du tableau de bord, il y a de nombreux cas où vous verrez des graphiques spécifiques à un pays à l'intérieur d'un instantané d'une présentation plus large. La cinquième manière d'interagir, c'est d'être au-dessus d'un pays. Et lorsque vous survolez sur la région OMS européenne, vous mettez le curseur sur le Royaume-Uni, ça montre des outils avec une infobulle contenant des informations supplémentaires spécifiques à chaque pays sur le pourcentage de changement et la mesure de l'enquête. Notez également que les pays sont codés par couleur pour présenter l'augmentation ou la diminution de la variation en points de pourcentage. Vous voyez ici cette échelle. Et sixième manière est avec cette icône ici, de loupe. Donc, vous voyez cette icône, vous cliquez dessus pour trouver une analyse personnalisée spécifique au visuel. Et pour fermer l'icône de loupe, vous cliquez. Et parce que c'est un sujet si chaud, si brûlant, nous avons deux visualisations sur les réponses aux questions se rapportant à l'acceptation des vaccins lorsqu'il sera disponible. Vous trouvez ici des informations complémentaires relatives à l'utilisation des données. Par exemple, ces informations soulignent que la comparaison des comportements. Donc, pour faire une icône, il suffit de cliquer sur n'importe quel, là où est le visuel. Donc, pour l'acceptation des vaccins ici, vous voyez les informations. Et dans le contrôle, dans le panneau de contrôle, il y a également une acceptation par pays pour voir où les répondants ont répondu, ce qu'ils ont répondu pendant les 2 semaines entre les sondages. Ici, vous voyez du Bangladesh. Les questions se rapportent pour les vaccins. Est-ce que vous accepteriez le vaccin si c'est disponible? Est-ce que vous pensez que le risque pour votre communauté est important ou que la susceptibilité pour vous ou vos proches à être infectés est importante? Donc, voici les questions que vous y verrez. Rob a montré cela auparavant. C'est sur la confiance et l'exposition. N'oubliez pas, j'ai mentionné plus tôt que le texte en bleu indique l'endroit où vous pouvez interagir avec les données. Il y a 4 façons de le faire dans ce visuel. La première consiste à voir l'évolution dans le temps de manière animée. Si vous avez eu l'occasion de regarder les précédents tableaux de bord de Cap COVID, vous savez qu'il s'agit d'une visualisation puissante montrant les points de vente auxquels les individus accèdent le plus ainsi que ceux auxquels ils font le plus confiance. Comme nous le savons tous, ces informations sont essentielles pour décider de la manière de diffuser l'information. Les visuels que je vous ai montrés, vous voyez une vue complète des 23 pays, des régions OMS. Maintenant, vous pouvez voir pour un pays spécifique. Vous verrez le texte en bleu dans la description du visuel qui nous indique de sélectionner un pays, de survoler la carte ou de passer le curseur sur le graphique ci-dessus que je montrerai dans la prochaine diapositive. Vous pouvez voir que lorsque je survole la carte, j'obtiens la taille de l'échantillon de chaque vague d'enquête spécifique au Bangladesh ici. Donc, pour le nombre de cas COVID-19, dans cet exemple, vous verrez qu'en plus de la date de l'enquête, nous utilisons des données du tableau de bord du coronavirus de Johns Hopkins sur le nombre de cas. Le nombre de cas dans les pays sélectionnés est indiqué à côté des moments où les 7 vagues de l'enquête ont été menées, ce qui donne aux praticiens un contexte
supplémentaires pour les données. Encore une fois, il s'agit de visualisation surlignée. Il y en a d'autres et je vous encourage vivement à les explorer par vous-même. Ce que vous pensez peut-être maintenant, c'est que j'aimerais vraiment partager ces informations sur mon pays ou ma région avec mes collègues. Nous avons un nouvel outil pour vous aider à le faire. Nous avons créé et mis en ligne un fichier modèle PowerPoint qui guide les utilisateurs à travers les étapes de création d'une présentation personnalisée en utilisant les données et les visuels du tableau de bord Cap COVID. La présentation peut être utilisée pour les activités RCCE, les présentations du ministère de la Santé, les présentations des partenaires, les présentations académiques, ainsi que pour informer la communication sur les risques. Ce jeu de diapositives a été développé dans le but d'informer les campagnes de messages de prévention COVID-19 et fournit non seulement un modèle à utiliser, mais aussi des instructions étape par étape sur la façon de personnaliser les visualisations en fonction du contexte de votre pays. Il contient également du matériel supplémentaire comme une chronologie de la pandémie. Il est très facile de créer votre propre présentation. Nous espérons que ce jeu de diapositives aidera votre équipe à utiliser les données du tableau de bord Cap COVID dans les efforts de prévention de votre pays. Et pour le website CCP, vous verrez une section des ressources COVID-19. Vous avez deux possibilités pour nous faire part de vos commentaires sur les cas d'utilisation dans votre pays ou de votre organisation. Vous pouvez remplir un formulaire très court ou nous envoyer un courriel sur cette même page, CCP, GHU, Cap COVID. Vous trouverez toutes les ressources liées aux 4 visualisations mentionnées aujourd'hui, y compris la méthodologie de l'étude, l'accès direct à chaque visuel et les enregistrements de ce webinaire et du webinaire. Donc, donc n'hésitez pas à nous contacter. Doug, on a quelques minutes qui nous restent pour les questions-réponses. Merci, Marla. Merci, Rob, Unita, Dominique et Tina. Et merci à vous tous qui ont participé au webinaire aujourd'hui. Je vois que beaucoup d'entre vous ont écrit des questions dans la boîte Q&A, questions-réponses, et certains des présentateurs vous ont répondu directement et certaines des questions sont encore là, mais vont être répondues en direct. Donc, Jared, est-ce que je dois commencer à traiter certaines questions et les orienter vers certains présentateurs? D'accord. Donc, je reviens en haut de la liste et je vais orienter certaines questions aux intervenants appropriés. Mais les panélistes peuvent répondre à ces questions. Donc, de Bernard Settre. Désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Ne pensez-vous pas qu'il y a un préjugé important puisque le sondage est fait en ligne et en plus avec des gens qui sont volontaires à participer? À quel point les résultats sont représentatifs de la vraie population? Dominique, pouvez-vous répondre à cette question? C'est une très bonne question et nous travaillons là-dessus en équipe. Comme j'ai mentionné dans ma présentation, les statisticiens de Facebook et de MIT ont développé une série de poids d'échantillonnage pour refléter cette dynamique en fonction des gens qui sont utilisateurs Facebook, qui ont la technologie, et il y a des écarts de genre pour l'accès à la technologie. Donc, ils ont essayé de trouver une manière de compenser. Dans la sélection méthode, il y a une description de cela, mais lorsque la 4e publication est affichée, il y aura davantage d'informations sur l'échantillonnage et comment ils les ont définis, mais ils tiennent compte de ce préjugé. Les données auront des préjugés ici et là, et nous essayons de compenser avec ces différents poids, mais plus on a des données, plus on fait des analyses et on pourra apprendre à comprendre ces choses avec le temps et nous allons savoir ce que disent ces données, ce qu'elles représentent et qui est sous-représenté. Mais c'est un grand sujet de discussion pour nous en tant qu'équipe.
On travaille surtout avec les gens qui sont les plus difficiles à contacter dans nos autres travaux. Donc, c'est toujours une priorité pour nous. Merci, Dominique. Rahim Bete demande comment est-ce que la perception des gens du COVID-19 a changé avec le temps et quelles sont les causes qui impactent les différences d'impact dans différents pays. Donc, Rima, je vais y répondre. Vous pouvez analyser les données de tendance longitudinale pour les pays d'intérêt, pour les variables qui vous intéressent, pour voir comment ces perceptions ont changé et parfois ça augmente ou parfois ça baisse. La raison pour ces changements sont très spécifiques au contexte local. Et je suggérerais que, bien sûr, même si la console ne peut pas répondre à toutes les questions, ils peuvent vous aider à vous concentrer sur des questions que vous et vos collègues, vos équipes et vos pays peuvent analyser plus en profondeur. Cette console est conçue pour encourager les discussions et nous aider à analyser les vrais problèmes et définir des vraies stratégies. Mais la cause d'impact va varier d'un pays à l'autre et ça demande une concentration, une analyse plus détaillée. Corey, est-ce que vous pouvez m'aider avec la question d'Élise? Est-ce que vous voyez la question d'Élise? Élise Longang. Il y avait des questions sur la fatigue pandémique. Quels sont les déterminants ou les raisons principales? Je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que vous pouvez parler de la question de la fatigue? La fatigue, c'est pendant ce que j'ai pu voir pendant ce que j'ai relevé des études, cette fatigue au fil du temps montre dans la collecte des données, reflète cette tendance à la baisse avec des comportements plus laxes pour le lavage des mains, la distanciation sociale, le port de masque. Et on essaie de suivre cela au fil du temps. Il y a plusieurs des choses qui vont contribuer à cela. Et des informations partagées dans des sources dont on fait à laquelle on fait confiance. Donc, comment les personnes voient les activités normatives de leurs cercles sociaux, de leurs activités, comment cela influence la gestion de leur comportement de prévention. Toutes ces choses contribuent à votre prise de décision. Donc, pour comprendre comment cela est reflété dans les données et de suivre cela avec le temps, c'est important. Si on voit des réductions importantes, quelles sont les activités qu'on peut intégrer dans les messages COVID pour augmenter l'adhésion à ces comportements de prévention. Ce sera clé jusqu'à ce que le vaccin soit disponible. Donc, on peut voir avec le temps, pendant qu'on essaie de suivre ces sujets, il y a des échelles plus importantes pour mesurer la fatigue. Il y a environ 10 questions. On ne peut pas l'intégrer dans ce sondage, mais on peut le mettre au niveau local, l'intégrer au niveau du pays ou même dans la communauté. Et il y a un lien dans la session questions-réponses où vous pouvez avoir donc un lien à la question elle-même. Donc, il y a une question de Freddy Yamba. Mon français est mauvais, mais je pense que la question est que
Pourquoi les taux d'infection sont supérieurs pour les gens dans leur, dans, qui ont dans 30 ans? Non, non. Or how we might use the dashboard data to explore that question? Sorry, Doug, can you repeat it one more time? So there were the infection rates among people in their 30s, is that right? No, 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 no. Yeah, hello, no. Hello, can you? Sorry, that question seems to have disappeared. But one of the things that you will see, we have 4 different dashboards, and one of the dashboard provides some sex and age disaggregated data, as well as education and place of residence, urban or rural. What you'll notice in there is, as we were starting to kind of disaggregate the data, we realized that there were certain cut points. You know, we had all participants were over 18 years old, and so when you go into the disaggregated, age disaggregated data. Donc, on va la donner désagrégée pour les 67 pays. Vous allez voir que le point est 30 ans. Donc, vous allez voir la différenciation et vous allez identifier les facteurs. Et donc, vous allez voir les attitudes de cela quand cela se rapporte à la déségrégation par rapport à l'âge. Donc, on devait utiliser ce seuil binaire en fonction de la dimension de l'échantillon. Et vous allez voir ça dans un des conseils. Donc, la manière d'explorer cette question est similaire à ce que vous avez décrit. Nous avons une question d'Elisabeth Malwichi. Les résultats des sondages ont été faits dans différents contextes. La généralisation de ces conclusions sont possibles pour l'ensemble des pays. Par exemple, pour la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains. Est-ce que les résultats sont généralisables? Voilà la question. Dans quelle mesure ces conclusions sont-elles généralisables? Les résultats sont généralisables. Les échantillons larges et robustes. Et dans les diapositives, j'ai vu des échantillons moyens pour chaque point dans le temps. Et ce sont des collectes de points multisectoriels. Comme ça a été mentionné, il y a un écart numérique et c'est difficile de contacter les personnes les plus isolées, les communautés les plus isolées. Mais ce qui est important avec ces données, c'est que elles commencent à comprendre ces tendances au niveau global et à travers les pays. Et c'est impératif dans le pays que une recherche additionnelle, une compréhension additionnelle soit effectuée autour de ce sujet pour essayer de renforcer le message, pour renforcer l'adhésion et pousser la compréhension pour voir qu'il y a un besoin de commercialiser un vaccin de manière appropriée lorsque le moment sera venu. Merci Dominique. Je vais sauter un peu dans la liste des questions. Nous allons donner des réponses à toutes les questions, mais j'aimerais diriger certaines d'autres questions à Tina. Une de Joseph Lamport qui dit « Où en êtes-vous avec les 4 étapes pour la gestion des infodémies? Est-ce qu'il y a un programme, donc l'écoute, les histoires narrées, le manque de confiance et l'intervention. Donc, est-ce qu'il y a un programme actif sur cela pour la collecte de données? Comment est-ce que nous allons gérer l'infodémie? Il se peut que nous ayons perdu Tina, Douglas. Donc, peut-être que nous allons revenir à la question si elle arrive à se reconnecter.
moving down. Let's see. Benga Adebayo Benga Adebayo pose une question. C'est très... Elle a fait une recherche, elle a trouvé la console et la méthode. J'ai des préoccupations graves, sérieuses sur les préjugés, la mauvaise classification qui peut se produire lors de l'interprétation des données par rapport contraster la situation sur le terrain. Nous avons besoin de connaître les limites, les restrictions. Qu'est-ce qu'on a vu? La variance par rapport à la réalité sur le terrain. On a pu analyser les données et comparer à d'autres données qui viennent d'autres organisations en Indonésie et suivre les nouvelles et voir ce que les gens font tous les jours. Vous voyez que les gens mettent moins de masques, la distanciation sociale est plus faible. C'est un concept très difficile à maintenir, surtout la culture indonésienne. Mais il y a un préjugé, il faut le voir, mais ça nous donne une bonne façon de voir où sont les grandes tendances et ce qui se passe, est-ce qui s'améliore, ou au contraire, et comment pour les aider à s'améliorer. Et comme j'ai dit auparavant, nous avons des recherches qualitatives pour renforcer beaucoup des informations de ces données. Donc, je pense que c'est représentant de ce qui se passe en direct dans le pays. Est-ce que vous voulez ajouter à cela? J'aimerais ajouter quelque chose. C'est ce que nous faisons en Indonésie pour comprendre les données. On a fait des études qualitatives, mais maintenant, nous continuons d'analyser les données. Donc, nous pouvons voir que les données peuvent nous aider à répondre aux questions des données de sondage. Merci. Leonard Bufumbo demande quels sont les plans en place pour l'accès pour les plateformes d'apprentissage Internet dans les endroits isolés en Ouganda où les travailleurs de la santé doivent prendre des décisions sur le message de santé en utilisant des données de l'Ouganda. Est-ce que les donateurs s'assurent que les agences de mise en place assurent un accès aux endroits isolés, des chauffeurs de longue distance ou bien un poste frontière? Rob, vous avez travaillé avec le RCCE en Indonésie. Vous pouvez voir comment est-ce qu'on doit utiliser ces données, les disséminer pour des fins stratégiques. Rapidement, pour les données qui viennent de la part de la console, on parle des officiels du gouvernement clés, des protagonistes clés, pour les informer. En Indonésie, nous avons un groupe RCCE important. On a différents groupes qui sont dans différentes régions du pays, qui travaillent avec différents publics pour s'assurer qu'on ne peut pas toujours garantir, mais que le public qui... On est en contact avec le groupe qu'il faut et les groupes difficiles qui sont isolés géographiquement ou bien d'autres populations vulnérables. Il y a un groupe qui fait un programme avec les handicapés, groupes handicapés, pour qu'ils obtiennent des informations auxquelles ils peuvent accéder. Donc, les informations et de comprendre. Pour les gérants de programmes doivent développer des programmes sur la communication et le changement de comportement. Merci. Verena Cardona pose une question à Dominique
pour s'assurer qu'il y a une bonne représentation des données? Est-ce qu'il y a des manières de contacter les populations avec un accès limité au cellulaire, radio, Internet? Comment essayer de contacter ces gens pour les informations? Malheureusement, pour collecter des informations, c'est très difficile dans le contexte d'une étude globale comme celle-ci. Parce que c'est une étude qui est faite virtuellement. Il n'y a pas de gens sur le sol, sur le terrain qui vont dans les communautés. Donc, on a mené des projets de recherche et des activités de mise en place, d'activités avec beaucoup de communautés. Il faut une présence sur le... Mais ce n'est pas la capacité de ce projet. Cela dit, comme j'ai mentionné auparavant, c'est une première étape et ces données sont importantes pour les preneurs de décision et les leaders dans les pays pour essayer de comprendre ces écarts dont elles parlent, pour contacter les personnes les plus isolées pour comprendre leur contexte se rapportant à COVID et d'autres problèmes de santé et essayer de les ancrer avec la vérité. Est-ce qu'ils ont d'autres besoins? Cela doit être généré localement. On ne peut pas extrapoler cela à travers ces données. Merci. Il y a plusieurs questions soulevées au sujet des pays couverts et ceux qui ne sont pas couverts dans ce sondage. Dominique, je ne sais pas si c'était clair combien les pays ont été sélectionnés. Est-ce qu'il y a des perspectives pour ajouter d'autres pays par la suite? C'est un processus intéressant et on a pu choisir des pays qui ont une présence Facebook robuste, donc des pays qui supporteraient plusieurs vagues. On a 8 vagues de collecte de données. Je l'ai présenté sur 7, mais 8 ont été collectées. Il y aura un autre qui va sortir bientôt. Et l'échantillonnage devient plus difficile avec chaque vague de collecte de données. Donc, seuls les pays qui peuvent donner ces données robustes ont participé à l'évaluation longitudinale, mais l'évaluation multisectorielle plus large avec 67 pays, avec plusieurs pays, avec l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas celui-là ou cela, mais c'était en fonction de la capacité de collecter les informations pour générer des données généralisables en utilisant les plateformes médias sociaux. On peut toujours ajouter d'autres pays, mais ça va dépendre de certains de ces chiffres et la réalité pour capter les données nécessaires. Et c'est vraiment une entreprise importante. Certains pays ont plusieurs langues. Le sondage doit être toute la documentation doit être traduite dans ces langues et ce sont des traductions très testées et le staff MIT fait un bon travail avec tous ces rouages, avec une bonne collaboration avec Facebook. Ces pays ont été sélectionnés en fonction de la capacité à capter assez de données au fil du temps. Merci beaucoup, Dominique, et merci pour toutes vos questions. On a été très heureux de voir le niveau de participation aujourd'hui. Nous allons répondre à toutes vos questions. Merci pour... Donnez-nous votre retour d'information, vos feedbacks dans le chat. Et Marla va conclure. Désolée si nous sommes un peu en retard. Donc, pour conclure, merci d'avoir participé aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on vous présente ceci. Vous allez trouver toutes les ressources sur le site CCP. Et parce que vous avez participé dans ce webinaire, vous allez recevoir
un email avec toutes ces ressources. Donc, merci et bonne fin de journée ou de soirée.